Welcome to World Affairs in Context, everybody. I'm Lena Bienvenue à Petrova, World and Affairs today in I'm Context, very tout le monde. pleased Je to suis Lena welcome Petrova back to et the aujourd'hui j'ai le program grand plaisir Dr. d'accueillir à nouveau dans l'émission le Dr Professor Mohammad Marandi Marandi. is an Le professeur academic, Marandi est universitaire, commentateur politique commentator, and he et has il a also également been participé aux engaged négociations in the nucléaires entre les US-Iran États-Unis nuclear et l'Iran qui negotiations ont that conduit à la led to the signature du signing of the JCPOA en 2015. JCPOA back in 2015. Je suis vraiment ravie de le I'm retrouver very glad pour nous to expliquer have ce qui Dr. semble être une Marandi avancée back diplomatique to walk us majeure through entre what Washington appears et to be Téhéran. a major Professeur US-Iran Marandi, bienvenue à diplomatic nouveau dans l'émission. breakthrough. C'est un vrai plaisir de Professor vous revoir. Marandi, welcome back to the program. It's great to see you again. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir d'être dans votre émission. It's a pleasure to have you. So the United States C'est un and plaisir de Iran vous have avoir avec nous. signed a framework Alors, agreement les États-Unis et after l'Iran months ont of signé un accord conflict. cadre Both après des sides mois de tension appear to be et les deux moving parties semblent closer se to rapprocher de la signing signature an d'un protocole MOU, d'accord, a un Memorandum of Understanding. Understanding. This is, of course, a C'est bien major sûr une diplomatic avancée diplomatique breakthrough. majeure. At the À ce stade, si je my comprends bien, understanding l'accord is se that déroule en there 3 are phases. 2 phases to D'abord, les the points à mettre en agreement. œuvre immédiatement, Effectively, puis items ceux à that, réaliser dans les have to 30 be jours, completed et enfin ceux à immediately, accomplir and dans les those to be 60 achieved jours. within 30 days and within 60 days. And what's notable and what stood out to me is Ce qui that m'a vraiment with the frappé, c'est que, contrairement à 2015 l'accord de deal, 2015, verification of the la other vérification du respect des engagements is now est désormais bilateral. bilatérale. And it means that Concrètement, unless Iran cela veut confirms dire que that tant que Washington l'Iran has n'aura met pas its confirmé que obligations and vice Washington a bien versa, rempli it ses will not obligations, begin et or inversement, continue with il ne the commencera second pas and the ni ne third poursuivra phases. les deuxième et And troisième so phases. effectively, En somme, Iran has Téhéran a managed to réussi à lier tie its own directement son commitments propre engagement à directly to celui de Washington's, Washington, which has ce never qui n'était happened encore before. jamais arrivé. From my Si je understanding, comprends bien, and professeur Professor Marandi, Marandi, pouvez-vous nous walk us expliquer les through points the key essentiels que points vous jugez that you cruciaux believe are pour crucial comprendre l'accord for cadre et la understanding signature the prochaine du protocole framework d'entente? agreement and the upcoming MOU signing? Bien sûr. L'un des problèmes que nous avons toujours eus avec les accords passés avec les États-Unis, c'est que les États-Unis ne respectent jamais leur part du marché. L'accord le plus connu entre l'Iran et les États-Unis jusqu'à présent, c'est le JCPOA, auquel vous avez fait allusion, signé en 2015. Dans cet accord, comme dans d'autres, les Iraniens ont rempli leurs obligations, comme d'habitude, et les États-Unis ne l'ont pas fait. Et ce n'était pas sous Trump, c'était sous Obama. Une fois que les Américains ont obtenu de l'Iran ce qu'ils voulaient, ils ont perdu toute motivation à respecter leurs propres engagements. Et jusqu'au dernier jour de la présidence d'Obama, les États-Unis n'ont pas tenu leurs promesses. Et ce n'était pas un bon accord pour l'Iran, en grande partie à cause de ça. Et puis bien sûr, quand Trump est devenu président, il a fini par déchirer complètement l'accord. Alors cette fois-ci, comme vous l'avez justement souligné, il y a aussi un mécanisme de vérification. Les États-Unis doivent donc respecter leurs engagements, comme libérer les avoirs iraniens ou lever les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne pendant toute la durée de l'accord. Et bien sûr, il y a la fin de la guerre au Liban et le cessez-le-feu qui l'accompagne. Tout cela, ajouté aux autres questions, rend la situation très compliquée, parce que les États-Unis n'ont pas l'habitude de remplir leurs obligations. Alors maintenant, il faut attendre et voir. Est-ce que les États-Unis vont libérer les avoirs de l'Iran? Est-ce qu'ils vont lever le blocus? Mais surtout, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qu'on attendait tous. Le régime israélien, qui mène un génocide au Liban, un génocide terrible depuis plusieurs semaines, affirme qu'il n'est pas partie prenante à cet accord, alors que les Américains, eux, l'ont signé en leur nom. En d'autres termes, les États-Unis se sont engagés à mettre fin au génocide au Liban, à l'agression contre le Liban et à contraindre le régime israélien à se retirer. Et cela doit se faire maintenant. Or, pour l'instant, on ne le voit pas.
En gros, ça veut dire que si les États-Unis ne respectent pas leur part de l'accord, alors l'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz aux navires qui y sont bloqués depuis le début de la guerre. Le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, n'est pas complètement fermé. Des navires y circulent encore, mais ce sont surtout ceux de pays amis de l'Iran ou qui n'ont pas pris part à la guerre contre lui. En revanche, les navires liés à l'Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats et au Qatar sont bloqués depuis environ 3 mois et demi, pour la plupart. Et si cette question n'est pas réglée, ils resteront bloqués. If this issue is not resolved, they will remain stuck. And the global economic crisis will continue. Et la crise économique mondiale va continuer de s'aggraver. Ce serait une répétition de ce qu'on a vu après la guerre de 39 jours. À la fin de cette guerre, où les Américains exigeaient au départ une reddition sans condition, les États-Unis ont finalement accepté le plan de paix iranien en 10 points comme base de discussion pour y mettre fin. Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu juste après les combats. Et cela concernait aussi le Liban. Mais le régime de Netanyahou, pour le saboter, a commencé à bombarder massivement le pays, y compris la ville de Beyrouth, massacrant des centaines de personnes en quelques minutes, simplement pour faire échouer le cessez-le-feu. Et il a été efficace dans cette démarche, parce que depuis ce moment-là, les Iraniens, qui s'apprêtaient à ouvrir le détroit aux navires appartenant au pays ayant aidé les États-Unis pendant la guerre, ont renoncé à le faire. Ils ont refusé de laisser passer ces navires, parce que le régime israélien violait l'accord. L'Iran, du coup, s'est abstenu de remplir ses engagements. Et depuis cette époque, jusqu'à aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est resté en grande partie fermé. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart des navires, parce qu'une grande partie du trafic maritime est liée à ces 5 pays. Donc maintenant, il est tout à fait possible qu'on voit une continuation de ce qu'on observe depuis plus de 2 mois, parce qu'encore une fois, le régime israélien refuse d'appliquer l'accord de cessez-le-feu, un autre accord de cessez-le-feu. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qui a finalement poussé Washington à conclure un accord avec l'Iran à ce moment précis? Je pense que c'est la crise économique mondiale. Je pense aussi que c'est la crise de l'énergie. Trump et ses négociateurs, ces dernières semaines, ont montré un sentiment d'urgence de plus en plus fort pour conclure cet accord. Et quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, eh bien d'abord, les Iraniens et les Américains étaient assez proches d'un accord il y a 2 ou 3 semaines. Puis les Américains ont voulu imposer de nouvelles conditions, ce qui a bloqué toute avancée, et en gros, le processus s'est arrêté. Et pour faire pression sur l'Iran, les États-Unis ont attaqué le pays de nuit. Ils ont frappé le détroit d'Ormuz, les îles, le territoire iranien, et parfois même bombardé à l'intérieur de l'Iran. Et bien sûr, l'Iran aurait riposté de la même manière et de façon très brutale. D'un autre côté, le régime israélien a bombardé Beyrouth, ou a menacé de le faire, et a fini par le faire, et les Iraniens ont réagi. Donc, la tension est montée d'un cran. Mais au final, les Américains ont retiré ces nouvelles conditions. Les 2 camps sont donc revenus à la situation d'il y a quelques semaines, à peu près au même point. Le cadre général était clair, mais certains points n'ont été réglés qu'hier. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le régime israélien, en menant l'attaque contre Beyrouth et en tuant 3 personnes, a provoqué une réaction de l'Iran. L'Iran a déclaré que si Beyrouth était bombardée, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, alors les Iraniens frapperaient le régime israélien. Donc, l'Iran s'apprêtait à riposter. Et à ce moment-là, Trump tenait absolument à empêcher l'Iran d'attaquer. Il était en colère contre Netanyahou, mais il voulait éviter une attaque iranienne contre le régime israélien. Pendant ces heures-là, les États-Unis,
à la table des négociations, ont accordé plusieurs concessions à l'Iran pour parvenir à un accord. L'une d'elles concernait la levée immédiate du blocus. C'était une première concession. Une autre portait sur le Liban. Donc ce que nous sommes censés voir aujourd'hui, c'est la levée complète du blocus américain, mais aussi le retrait des forces du régime israélien. Mais on voit bien qu'il y a une résistance de la part de Netanyahou, de son ministre de la Guerre, qui disent « nous ne partirons pas ». Et s'ils ne partent pas, il n'y aura pas d'accord. Et sans accord, la crise énergétique mondiale va continuer. D'après ce que j'ai entendu de plusieurs experts, on semble s'approcher d'un point critique concernant les pénuries de pétrole. Certains m'ont même dit que le mois de juillet, à un moment ou un autre, en juillet, sera un tournant décisif et qu'on connaîtra alors des pénuries qui provoqueront une hausse très brutale des prix. Bien sûr, la grande question, c'est que va faire Israël? Parce qu'il a déjà saboté des négociations de paix à plusieurs reprises, à différents moments, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelle pourrait être sa prochaine démarche. Alors, Trump devrait forcément contenir Israël, parce que l'engagement de désarmer le Hezbollah et de régler le conflit entre Israël et le Hezbollah remonte aux années 80. Et comment cela pourrait-il se terminer en seulement quelques heures? Quelle est, selon vous, la manière dont Trump peut, à cet instant précis, un moment unique et crucial pour avancer vers la deuxième phase, puis espérons-le la troisième, comment peut-il réellement contenir Israël? Quels sont, d'après votre compréhension, les moyens dont il dispose pour y parvenir et, au fond, pour mettre un terme à ce conflit? Eh bien, en théorie, ça devrait être très simple. Parce que forcer le régime israélien à se retirer du Liban, à arrêter de bombarder des enfants, des femmes, à raser des maisons et des immeubles, ça ne devrait pas être difficile pour les États-Unis. Tout ce que possède réellement le régime israélien vient des États-Unis. Une partie vient d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'autres pays occidentaux. Mais en réalité, l'essentiel du soutien que reçoit ce régime vient des États-Unis. Et sans ce soutien, le régime ne pourrait tout simplement pas se maintenir, ni militairement, ni autrement. Mais la réalité, bien sûr, est tout autre. Le lobby sioniste, le régime israélien, ont une influence énorme aux États-Unis. Et on l'a bien vu, il y a d'ailleurs de nombreuses preuves de ça. Vous le savez sans doute mieux que moi. Mais pour donner un exemple concret, un élément qui concerne directement le gouvernement américain, c'est la lettre de démission de Joe Kent. Sa démission est intervenue tout de suite après le début de la guerre. Et dans cette lettre, il expliquait que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires, que l'Iran ne représentait pas une menace pour les États-Unis, mais que cette guerre concernait le régime israélien et le lobby sioniste. Ça montre à quel point cette influence est puissante, parce que les États-Unis se causent eux-mêmes d'énormes dégâts. Ils agissent contre leurs propres intérêts en menant ces guerres. Et pourtant, ils continuent à le faire, pas seulement vis-à-vis de l'Iran, mais aussi auparavant avec l'Irak, la Libye et d'autres pays encore. Donc en théorie, c'est pas un problème. Mais en réalité, c'en est un, et un très sérieux. La différence entre maintenant et avant, c'est que la situation est, d'après ce que je comprends, vraiment dangereuse. Et corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est vous l'expert en économie. Si la situation actuelle continue encore quelques semaines, alors la crise économique mondiale va dépasser le simple problème de l'inflation, et le prix de l'énergie va aussi grimper beaucoup plus haut. Jusqu'à présent, grâce à l'utilisation des réserves stratégiques, à la manipulation du marché et à d'autres réserves disponibles un peu partout dans le monde, le prix du pétrole a pu être maintenu. Mais on arrive à un point où, au fond, ce n'est plus possible de continuer comme ça.
Donc, si Trump ne prend pas de décision ou ne pousse pas Netanyahou à reculer et à mettre fin à l'occupation, alors les dégâts seront, bien sûr, mondiaux. Mais les dommages pour les États-Unis deviendront énormes. But the damage to the United States will become enormous, and it will have a major Et cela aura un impact énorme, vraiment énorme, sur la situation de Trump, à un moment où son taux d'approbation est très bas et où les Américains partout dans le pays souffrent à cause de l'inflation et d'autres problèmes économiques. Donc, du côté iranien, le calcul a été le suivant. Depuis le début de la guerre, quand les États-Unis et le régime israélien ont en pratique provoqué la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, puis plus tard, quand les États-Unis ont imposé le blocus, ce blocus s'est révélé être une arme à double tranchant pour les Américains. Il a nui à l'économie iranienne, mais il a aussi continué d'aggraver les dégâts subis par l'économie mondiale. Donc, le calcul iranien, ou plutôt l'espoir iranien, c'est qu'on en arrive à un point où les États-Unis, pour une fois, seront contraints, sous pression, de faire passer leurs propres intérêts avant ceux du régime israélien, et donc de forcer ce régime à obéir à leurs exigences. Et en théorie, ce serait facile pour les États-Unis parce que le régime israélien dépend d'eux. Mais en réalité, ça ne s'est jamais produit. En revanche, si la situation devenait tellement critique pour les États-Unis que la stabilité future du pays, sa stabilité économique même, était menacée, alors les Iraniens espèrent que cela pousserait, y compris à la Maison-Blanche, certains de ses partisans d'Israël avant tout, et beaucoup de sionistes aux États-Unis, à reconnaître que préserver la stabilité économique américaine est plus important, et donc à imposer leur volonté au régime israélien. L'un des points essentiels, bien sûr, c'est le programme nucléaire pacifique de l'Iran et ses capacités d'enrichissement. D'après ce cadre, il semble que l'Iran gèlerait toute avancée nucléaire supplémentaire pendant que les négociations plus larges se poursuivent. Alors, est-ce qu'on revient en quelque sorte à une forme de diplomatie de contrôle des armements ou est-ce que c'est fondamentalement différent de l'accord nucléaire de 2015? Non, c'est fondamentalement différent. Parce que là, on parle juste d'une solution à court terme. Et cet accord, il est flou. On ne sait pas combien de temps il va durer, ni combien de temps les négociations vont continuer. On ne sait même pas si on va commencer la première phase, encore moins si on va la terminer pour passer à la deuxième. Et si on arrive à cette deuxième phase, comme toutes les questions compliquées, en fait, même les plus simples, sont dans la première phase, qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre. Les sujets bien plus complexes, comme les sanctions ou le programme nucléaire civil iranien, ont été repoussés à la deuxième étape. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. En gros, dans un court laps de temps, les négociations devraient commencer, à condition que le régime israélien se retire, revienne à ses frontières et cesse de tuer des femmes et des enfants. Mais on ne sait pas combien de temps ça durera, si on y arrive, ni même s'il y aura un succès ou si tout s'effondrera. En ce moment, beaucoup de choses restent floues. Et la première phase l'est aussi. Son sort est incertain, sans parler de la deuxième phase, la deuxième étape. Mais les Iraniens sont prêts à négocier, prêts à trouver une solution, parce qu'on a déjà négocié le JCPOA plusieurs fois, l'accord sur le nucléaire. On l'a négocié à plusieurs reprises, et tout en préservant notre souveraineté et notre droit à l'enrichissement, on a conclu des accords, le plus important étant celui de 2015, le JCPOA. Donc pour l'Iran, ce n'est pas un grand problème de trouver une solution. Le problème, historiquement, vient des États-Unis. Et aujourd'hui, ce sont les États-Unis et le régime israélien.
En fait, les États-Unis, ou plutôt l'administration Trump, sont entrés en guerre pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire que l'Iran ne cherchait même pas à avoir, qu'il ne voulait même pas. Et maintenant, avec ce nouvel accord, est-ce que Washington accepte implicitement un certain niveau de capacité nucléaire iranienne dans le cadre d'un règlement à long terme? Est-ce bien ça? On a l'impression que cette guerre reposait clairement sur de faux prétextes. Ce n'était pas une question de programme nucléaire. Et aujourd'hui, Washington semble prêt à accepter exactement ce qu'il disait vouloir empêcher par la guerre. Oui, vous avez tout à fait raison. Cette guerre visait à détruire l'Iran. C'était même plus qu'un simple changement de régime. Ils voulaient écraser l'Iran pour que le régime israélien puisse dominer toute la région. Comme vos téléspectateurs s'en souviennent sûrement, Tucker Carlson a interviewé l'ambassadeur des États-Unis auprès du régime israélien. Et cet ambassadeur a déclaré que si Israël prenait le contrôle de toute la région, ce serait très bien. Eh bien, ça, bien sûr, c'est la politique non officielle des États-Unis. Et c'est une déclaration extrêmement dangereuse. En réalité, il n'a jamais été question du programme nucléaire pacifique iranien. Et Joe Kent, dans sa lettre de démission, il était, comme vous le savez, le chef de la lutte antiterroriste et un responsable nommé par Trump. Il a dit que l'Iran ne développait rien. Et sa supérieure, également sous serment, Tulsi Gabbard, a déclaré que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Donc c'était clair depuis le début. Tout cela n'a toujours été qu'un prétexte pour sanctionner l'Iran, pour lui nuire, pour l'isoler, pour le marginaliser. Et puis, bien sûr, l'an dernier, pour attaquer l'Iran, puisque nous sommes à l'anniversaire de la guerre de 12 jours, quand les Israéliens et les Américains ont lancé une attaque conjointe contre l'Iran, qui a échoué. Et maintenant, cette guerre dans laquelle nous sommes est bien plus vaste, à cause de la présence massive des forces américaines. Tout cela visait à détruire l'Iran, à mettre fin à sa capacité d'exister comme pays souverain et indépendant, et donc à rendre la situation dans toute la région beaucoup plus facile pour le régime israélien. Évidemment, ça a échoué. Alors Trump, avant, il espérait une reddition sans condition. Maintenant, il espère trouver une sorte d'accord. Mais d'un autre côté, l'économie mondiale fonce droit dans le mur, et il a besoin d'une solution, vite. Et Netanyahou ne veut pas lui laisser cette solution. Donc on se retrouve dans une situation très particulière, très dangereuse. Vraiment, quand on y pense, c'est catastrophique pour le monde et pour des milliards de personnes à travers la planète. Mais c'est quand même frappant de voir que le régime israélien, le lobby sioniste, peut saboter l'économie mondiale juste pour pouvoir continuer son génocide à Gaza et au Liban. C'est incroyable. If we turn to sanctions, which is, of course, a major part of the framework and the MOU, the draft includes sanctions relief, oil waivers, and the release of frozen Iranian assets. And the frozen Iranian assets are to be released in stages. And I think the first part is to be released within the 30 days. And then upon completion of other requirements, the second part is to be released in the next 60-day phase. Talk to us about the impact that this would have on the Iranian economy and also the implications or the challenges that may come with the promise to remove sanctions, to provide oil waivers, and to effectively release the frozen Iranian assets that have been frozen for so long. And it appears that there's really no it's hard to tell whether those promises and obligations will be truly carried out since they're so far down the road. Eh bien, tout d'abord, il faudra voir si les États-Unis libèrent ces 12 milliards de dollars. Pour commencer,
Sur les 24 ou 25 milliards que les États-Unis ont, au fil des années, effectivement volés à l'Iran, la moitié est censée être remise à l'Iran. Half of it's supposed to be handed over to Iran or D'une manière ou d'une autre, ils sont censés donner à l'Iran un accès immédiat à cette richesse, et ça devrait être en train de se faire en ce moment même. L'autre moitié arriverait pendant la première phase, la première étape de l'accord. Mais la vraie raison pour laquelle l'Iran a fait ça, bien sûr, c'est que les 12 milliards de dollars seront utiles, et les autres 12 milliards aussi, si les États-Unis finissent par les transférer. Je pense que le plus important, avec cet argent, c'est de s'assurer que les États-Unis respectent bien leurs engagements. Autrement dit, c'est l'une de ces conditions que les Iraniens ont posées. Vous devez verser une partie tout de suite, pour qu'on sache que vous êtes sérieux. Et en échange, ils peuvent rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation liée au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats et à l'Arabie saoudite. Donc, ça a un double objectif. It serves a double purpose. And but also since the United States has lifted the siege, Mais aussi, depuis que les États-Unis ont levé le blocus, les navires iraniens peuvent désormais se rendre dans les ports iraniens. Ils peuvent en partir, et l'Iran peut exporter du pétrole. Cela va bien sûr atténuer la souffrance infligée au peuple iranien par les États-Unis et par le régime israélien, à travers leurs frappes aériennes, les bombardements d'écoles, d'hôpitaux, d'usines pharmaceutiques, d'aciéries, et bien sûr, le blocus des ports iraniens. Pendant presque 2 mois, ils ont empêché même la nourriture et les médicaments d'y entrer, tout en s'en vantant. On a vu des sénateurs américains à la télévision dire avec une sorte d'excitation que les Iraniens n'avaient plus de nourriture. Bien sûr, ce n'était pas vrai, et nous n'avons pas connu la faim dans le pays, mais c'était bien leur intention. Donc, tout cela va aider l'Iran. Mais encore une fois, on ne sait pas si ça va durer plus de quelques jours. L'Iran est censé autoriser le passage des navires supplémentaires, dont je parlais tout à l'heure, à travers le détroit d'Ormuz d'ici vendredi. Pourtant, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle d'un retrait du régime israélien. Et je ne sais pas ce qu'il en est des avoirs iraniens, s'ils ont été restitués ou non. Je ne sais pas non plus si les navires iraniens ont pu traverser la zone qui était assiégée auparavant. J'imagine que cette partie-là ne pose pas de problème pour le moment, mais je ne sais pas si les avoirs iraniens sont effectivement rendus. Le plus important, c'est le cessez-le-feu et le retrait au Liban. On va donc devoir voir comment tout cela évolue. Ça va être très compliqué, et ça pourrait nous ramener très vite à des tensions, à un blocus, voire à un conflit militaire en seulement quelques jours. Absolument. C'est vrai que la situation est très fragile. Parlons du Moyen-Orient. L'Iran a réussi à résister à des frappes menées par 2 puissances nucléaires, Israël et les États-Unis. Et il a même réussi à imposer ses conditions pour mettre fin aux hostilités dans toute la région. Comment cela change-t-il l'équilibre des forces entre l'Iran et ses voisins du Golfe? Je pense que l'équilibre des forces dans la région a changé de façon permanente. Et ce ne sont pas seulement ces régimes arabes du Golfe Persique qui ont aidé les États-Unis dans leur offensive. À mon avis, cela fait de l'Iran la superpuissance régionale. Avant cette guerre, les Iraniens n'avaient jamais cherché à contrôler le détroit d'Ormuz. Je ne me souviens pas, à aucun moment de ma vie d'adulte, avoir entendu quelqu'un parler de la nécessité de contrôler ce détroit. Mais après la guerre, quand les Iraniens ont commencé à en prendre le contrôle, à cause du conflit militaire et du besoin de faire pression sur les États-Unis, ils ont décidé de rester et de garder la main. Et ça aura évidemment d'énormes avantages financiers, puisque les Iraniens disaient qu'ils allaient faire payer des droits de passage aux navires. Mais en plus, les Iraniens auront la capacité de contrôler qui entre et qui sort. Les navires de guerre américains
ou ceux qui transportent du ravitaillement pour les bases américaines, ne pourront donc plus passer. Et cela rendra l'approvisionnement des forces américaines dans la région du Golfe Persique extrêmement coûteux. Parce que, d'après ce que je comprends, faire venir des marchandises par avion coûte environ 4 fois plus cher. Et ça, c'est seulement un des problèmes. Et bien sûr, le régime israélien ne pourra plus non plus faire passer ses cargos ou d'autres navires par le détroit d'Ormuz. Il va donc y avoir un changement énorme qui est déjà en train de se produire, du fait qu'à la fin, l'Iran a gagné la guerre. Il ne s'est pas seulement maintenu, ce qui a surpris tout le monde, mais il a riposté jour et nuit contre les États-Unis, contre leurs alliés dans la région et contre le régime israélien. Elle détruisait une base militaire américaine après l'autre, tout en frappant simultanément le régime israélien jour et nuit. Puis en représailles, quand les infrastructures critiques iraniennes ont été attaquées, l'Iran a riposté en visant les infrastructures essentielles du secteur pétrolier et gazier des 5 pays qui soutenaient les États-Unis et le régime israélien dans la guerre dans la région du Golfe Persique. Donc, dans cette guerre, il ne s'agissait pas seulement du fait que l'Iran ait survécu. Le bilan final, c'est que les dégâts infligés par l'Iran à cette large coalition, c'est-à-dire le régime israélien, les États-Unis et ces 5 pays du Golfe Persique ainsi que la Jordanie, ont largement, très largement dépassé les dommages qu'ils avaient collectivement causés à l'Iran. Quel rôle ont joué les acteurs extérieurs, comme le Pakistan, peut-être la Chine, la Russie et d'autres États du Golfe, dans la facilitation de cette issue diplomatique? Eh bien, les États-Unis voulaient que le Pakistan joue le rôle de médiateur. Et c'est parce que le gouvernement pakistanais entretient une relation très étroite avec Washington. Et comme le pays, le peuple pakistanais a toujours eu des liens culturels, religieux et historiques très forts avec l'Iran, l'Iran n'y voyait aucun problème. Mais le vrai problème, c'était les États-Unis. Il n'y avait pas grand-chose que le Pakistan pouvait faire pour changer la situation. Parce que les Américains, comme toujours, refusaient de reconnaître la souveraineté de la partie avec laquelle ils négociaient. On l'a vu dans les questions commerciales, dans les guerres, c'est une habitude américaine. L'exceptionnalisme américain, tout comme le sionisme, repose sur une idéologie de peuple supérieur, censé être au-dessus des autres. Et cet exceptionnalisme américain, dans une large mesure, fonctionne de la même façon. C'est pour cette raison que les États-Unis ne reconnaissent la souveraineté d'aucun autre pays, sauf celle d'Israël. Ça a toujours été un vrai problème avec les Iraniens. Donc les Pakistanais ont essayé d'aider autant qu'ils pouvaient. Mais avec les Américains, c'est toujours compliqué de négocier. Le paradoxe, c'est que Netanyahou, en attaquant Beyrouth et en tuant une famille, a littéralement forcé les États-Unis à faire des concessions pour obtenir un accord. Il a bombardé Beyrouth pour empêcher un accord. Et au final, il a poussé Trump à accorder immédiatement des concessions et à conclure un accord avec l'Iran. Donc je pense que beaucoup de gens, au sein même du lobby sioniste dans le régime, devraient être très en colère contre Netanyahou pour cette erreur de calcul absolument incroyable. Mais, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire. Si, d'ici la fin de la semaine, les Israéliens ne se retirent pas, le détroit d'Ormuz restera fermé pour la plupart des ressources énergétiques, les engrais, l'hélium et tout le reste, le gaz naturel liquéfié et tout ce qui est produit dans la région du Golfe Persique. Et d'après les experts, ça va nous faire basculer dans le vide. Moi, je ne suis pas expert, mais j'écoute les experts, je lis ce qu'ils écrivent depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines. Et franchement, c'est terrifiant.
Professor Marandi, you've mentioned the growing tensions between what appears to be growing tensions between Donald Trump and Netanyahu. And that, of course, is something relatively new because the entire war began in order to serve Israel's interests. So now we're seeing sort of a shift away from maybe, being able to and willing to go to war for Israel and make sure that the requirements satisfy Israel's demands. Is this truly a shift in U.S. foreign policy, or is this just a temporary sort of temporary situation where Trump may not be pleased with certain things, and because he is so prone to changing his mind, he's just sort of showing that side of himself where it's a power play, and a power play that may ultimately mean a return to his previous stance. Et d'une attitude plus agressive envers l'Iran. Selon vous, de quoi s'agit-il vraiment? And pushes for more aggression toward Iran. Which one is this in your mind? C'est très difficile à dire. Je veux dire, certains pensent que c'est une stratégie du bon et du mauvais flic. D'autres croient qu'il y a de vraies différences. Et certains disent que c'est un peu des deux. Traditionnellement, les Israéliens et les Américains ont toujours été très proches. Les Américains ont laissé les Israéliens commettre un génocide. Ils l'ont soutenu, ils l'ont facilité, et ça dure depuis des décennies. Mais à Gaza en particulier, et au Liban aussi. Sous Biden, les États-Unis ont été à leur côté. Ils sont tout aussi complices du massacre de femmes et d'enfants à Gaza et au Liban que le régime israélien lui-même. Sans les États-Unis, ça ne pourrait tout simplement pas arriver. Bien sûr, les Européens jouent un rôle clé dans ce génocide. Les Canadiens, les Australiens, les Britanniques et d'autres encore. Mais au bout du compte, ce sont les États-Unis qui jouent le rôle principal. Et on a toujours vu, ou on a vu à plusieurs reprises, Axios et d'autres inventer des informations disant que Biden s'opposait au génocide, ce qui s'est révélé faux. Ou encore, l'an dernier, juste avant la guerre de 12 jours, à peu près à la même période, 2 ou 3 jours près, Axios affirmait que Trump voulait poursuivre les négociations et que Netanyahou voulait la guerre. Et juste après, on a vu une attaque. C'était évident que c'était une info complètement inventée. On a vu Axios mentir encore et encore, et d'autres médias occidentaux, utilisés par l'État, font la même chose. Mais cette fois, c'est un peu différent, parce que Trump, à plusieurs reprises, a attaqué Netanyahou et l'a insulté de façon très agressive en disant que tout le monde le déteste, que tout le monde déteste Israël. Et hier encore, bien sûr, vous y avez fait allusion. Ces attaques ont vraiment blessé Netanyahou. Dans les médias hébreux, c'est là qu'on trouve les vraies informations sur Israël. Tout le racisme et le suprémacisme sont édulcorés quand ça passe dans les médias anglophones. Mais dans les médias hébreux, ils sont plus, disons, plus honnêtes sur qui ils sont vraiment. Dans ces médias, ils attaquaient à la fois les rivaux de Netanyahou, mais aussi ses propres alliés politiques, surtout après que Trump l'a attaqué. Évidemment, ça l'affaiblit. Et le fait que ça se répète l'affaiblit encore davantage. Et ça montre bien que même si les États-Unis et le régime israélien restent très proches, les deux régimes politiques le sont toujours, il y a, à mon avis, quelque chose de différent par rapport à avant. On voit qu'il existe de vraies divergences entre Trump et Netanyahou, malgré tout ce que Trump a pu dire en faveur de Netanyahou au fil des années. Et je pense que c'est pour une raison précise, la crise énergétique, qui devient de plus en plus dangereuse, et le fait que Trump s'y retrouve piégé. Il veut désespérément que cet accord fonctionne, que l'énergie circule à nouveau dans le monde entier. Mais Netanyahou, lui, s'en moque. Alors, soit Trump oblige Netanyahou à faire ce qu'il veut, et dans ce cas, Netanyahou est brisé, soit Netanyahou ignore les exigences de Trump, et c'est Trump qui est brisé.
Dans les deux cas, ce sera catastrophique pour eux deux, parce que la division entre Netanyahou et Trump n'est pas bonne pour leur relation. S'il n'y a pas d'accord, si Netanyahou résiste et que l'économie mondiale s'effondre, tout le monde dira que ce sont les Israéliens qui en sont responsables. Partout dans le monde, on dira que ce régime, accusé de génocide, a détruit notre économie. Et les Américains ordinaires vont le voir aussi. Donc ce ne sera pas bon pour Netanyahou s'il refuse d'écouter. S'il obéit, Netanyahou perdra les élections. Si Trump est refusé par Netanyahou, si ses exigences sont rejetées, la présidence de Trump est terminée. Mais si Netanyahou écoute Trump et que Trump fait avancer l'accord, Trump perd quand même, et lourdement. Pas aussi gravement, mais lourdement. Parce qu'il a mené une guerre très coûteuse, qui a causé d'énormes dégâts, des milliers de milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale. Et ces dégâts commencent à peine à se faire sentir. Ils vont vraiment apparaître dans les semaines à venir. De vrais dégâts. Et tout ça pour rien. Tout ça pour, vous savez, mener cette guerre et au final conclure un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz comme avant, mais pas vraiment comme avant, parce que l'Iran le contrôle désormais. C'est une très mauvaise nouvelle pour le régime israélien et pour le régime Trump. Oui, comme vous l'avez mentionné, j'ai dû vérifier rapidement. Il semble que Trump ait effectivement exprimé des doutes sur la capacité de Netanyahou à se représenter aux élections en octobre de cette année. Donc, oui, les tensions semblent bien réelles. Mais, bien sûr, je sais que son parti a répondu qu'il se présenterait et qu'il gagnerait les élections. Il y a donc clairement un conflit qui est en train de couver ou qui a peut-être déjà commencé, même si pour l'instant on n'en voit que quelques signes. À votre avis, que va-t-il se passer concernant la politique d'Israël envers, disons, le Liban et l'Iran? Si Netanyahou ne se présente pas et s'il ne gagne pas, imaginons ce scénario un instant, comment pensez-vous que cela changerait la situation au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne les tensions et l'agressivité dans la région? The situation in the Middle East as far as the aggression goes. Eh bien, si le régime israélien refuse de partir, je pense que l'économie mondiale va droit dans le mur. Et ses bienfaiteurs vont se retrouver dans une situation très difficile. Beaucoup de gens seront inquiets. Donc, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le régime. Pas du tout. Il y a déjà beaucoup de personnes très mécontentes de la relation actuelle entre l'Occident ou les États-Unis et le régime israélien. Et si le génocide continue et que l'économie mondiale s'effondre, je pense que l'appel au changement va s'amplifier. Ce sera de toute façon mauvais pour le régime israélien, qui dépend tellement des États-Unis et d'autres grandes puissances occidentales, si on peut encore les appeler des puissances. Mais au Liban, les Iraniens ont déjà fixé des lignes rouges et l'Iran était sur le point de frapper très durement le régime israélien hier, en représailles au meurtre de cette famille dans le sud de Beyrouth. Donc les Iraniens ont les moyens de faire mal au régime et le Hezbollah résistera. Mais je ne pense pas qu'un effondrement économique mondial rendra la guerre facile à mener pour le régime ensuite, parce que selon moi, la situation mondiale et régionale va changer. On va voir s'effondrer de nombreux régimes. Les États-Unis vont être contraints de réduire leurs dépenses, les Européens aussi. Si l'économie mondiale s'effondre, je pense qu'on va vivre dans un monde très différent. Un monde que j'ai du mal à imaginer pour l'instant, parce que je crois que les changements seront tout simplement vertigineux. Mais ça ne finira pas bien pour le régime israélien. Ce régime a déjà sapé sa propre légitimité aux yeux du monde à cause de son génocide sans fin. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, partout dans le monde, se tournent vers l'Iran et vers la résistance pour empêcher l'extermination du peuple palestinien, parce que l'Occident la rend possible. La haine envers ce régime et l'idée qu'il n'est pas légitime
ont énormément augmenté à travers le monde. Et maintenant, le monde voit comment ce régime bloque, en réalité, la dernière chance d'éviter que l'économie mondiale ne tombe dans le vide. D'après ce que je comprends, et je précise, je ne suis pas un expert, l'économie mondiale va quand même tomber du haut de la falaise. C'est inévitable, à cause de ces 3 mois et demi de pénurie énorme. Mais si le Golfe Persique peut peu à peu recommencer à exporter de l'énergie et d'autres ressources, et le faire rapidement, ça peut limiter les dégâts. Chaque jour qui passe sans solution, en revanche, aggrave la crise et la prolonge. Israël, le régime, sera tenu pour responsable de tout cela à travers le monde, et ça va lui nuire. En réalité, il a déjà subi des dommages irréversibles à cause du changement de perception qu'on a désormais du régime. Mais la situation sera bien pire si on continue sur cette voie. Professeur Marandi, peut-être une dernière question pour vous. Comment cet accord, ou plutôt le cadre de l'accord, a-t-il été accueilli en Iran? Y a-t-il une opposition à ce sujet? Quelle est, selon vous, l'attitude générale vis-à-vis de ce cadre et du protocole d'accord? Oui, il y a bien une opposition à cela. Un nombre important de personnes, je ne sais pas quel pourcentage exactement, mais elles sont très bruyantes, voient dans cet accord une répétition du JCPOA, et elles craignent que l'Iran ne retombe finalement dans le même piège qu'autrefois. Personnellement, je comprends cette position. Je pense moi aussi que cet accord a des faiblesses. Mais la grande différence entre cet accord et les précédents, c'est le détroit d'Ormuz et le fait que l'Iran en ait le contrôle. Et ça, c'est un levier énorme. En ce moment, la question va se jouer entre Netanyahou et Trump. Si Netanyahou refuse de partir, alors l'Iran n'aura pas à rouvrir le détroit d'Ormuz, et cela provoquera des tensions entre les États-Unis et Netanyahou. Et le monde entier sera en colère contre le régime israélien. Et tout ce que l'Iran a à faire, c'est d'attendre et de regarder. Donc oui, je comprends ces critiques de l'accord, et beaucoup disent que cet accord va échouer. Je n'ai aucune attente quant à sa réussite, comme je l'ai dit au début de l'émission. Mais je pense que le fait que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, et que pour que l'accord démarre vraiment, les États-Unis devront forcer le régime israélien à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Eh bien ça, c'est déjà très significatif en soi. Et tout conflit entre Trump et Netanyahou, entre le régime de Trump et celui de Netanyahou, profite à l'Iran, à l'axe de la résistance et à la région. C'est normal d'être optimiste, mais il est sans doute plus sage d'être très prudemment optimiste en ce moment. Professeur Marandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidés à comprendre les derniers développements. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand honneur d'être dans votre émission.